Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette rencontre du 6 novembre 2023. D'entrée de jeu, je voulais vous dire que les rencontres qui est prévue vers 8 heures ou après la réunion de conseil sera pilotée par la Banque nationale. Une d'informations sur l'éventualité de l'immigration si vous êtes intéressé dedans. Donc, je dois vous dire que c'est pas à ce heure-ci qu'on parle de ça, mais après la rencontre de conseil, les gens de la Banque nationale prendront le micro. Alors, sans plus tarder, je débute l'Assemblée de 6 novembre. Tout le monde est là dans un premier temps. Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Vous l'avez en visuel à l'écran. Ça pour vous forger d'un fil, s'il vous plaît. Donc, ça va. Alors, considérant que tout le monde a lu l'ordre du jour, pas de questions, de points à rajouter, j'aurai besoin de votre observation. Consentement, donc Claire, ça va? Oui. Rien à rajouter? Il faut dire oui à voix haute. Oui, ça va? Oui. 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 Parfait. Alors, Monsieur le Président, pardon? me permettriez-vous? Oui. Pour ceux qui sont dans la salle, je vais juste l'expliquer. On assistait à une formation dernièrement où on nous a appris que notre façon de faire le conseil était absolument catholique et que le proposeur secondaire et tout ça, que bien que c'est accepté par la loi, les nouvelles pratiques sont quand même en ordre depuis plusieurs années et que la Cour de municipalité ne s'arrête pas comme nous. Les conseillers doivent voter à voix haute sur chacune des résolutions ou des demandes qui sont faites par le président. Ils ne peuvent pas s'abstenir et ils peuvent le dire à l'unisson, ils peuvent tous dire oui et tout. Quelqu'un pourrait dire non, par contre. Si la personne peut simplement dire non, c'est voté à la majorité, donc la résolution passe quand même. Toutefois, la personne qui dit non pourrait demander au secrétaire trésorier, qui est moi, comme le greffier trésorier, que ça soit inscrit, que son opposition soit inscrite au procès verbal. Par contre, si la personne, conseiller ou conseillère, ne le fait pas, ça ne sera pas inscrit au lieu d'être l'unanimité, ça va être écrit à la majorité. Donc, je sais que vous êtes habitués d'entendre Richard demander un proposeur, un secondaire. Ça ne sera plus le cas. Ça va être, nous allons passer au vote parce que j'ai votre accord, et là, les gens vont répondre soit comme on vient de le faire par personne, ou à l'unisson, ça peut être fait aussi. Donc, soyez pas surpris si vous êtes mêlés sur ce fonctionnement-là. Oui, c'est moi-même que je me demande. Oui, c'est ça, exactement. Ça, je veux juste l'esprit, c'est tout nouveau pour nous, là. C'est notre première séance qui est comme ça, donc c'est ça. Donc, on se rend au point 3, procès verbal. Merci des informations. Procès verbal d'octobre 2023. Tout le monde en a pris connaissance. On a évidemment pris connaissance du procès verbal, procédé aux corrections. Donc, si tout le monde a lu, on va renoncer à sa lecture. J'aurai besoin de votre approbation pour passer l'acceptation. Oui. Oui, ça peut faire drôle qu'on dise oui sans poser de questions. C'est parce qu'au préalable aussi, dans les pré-rencontres, les questions, on les a posées, les débats, on les a fait. Fait que ça peut paraître peut-être un peu terne quand on procède comme ça, mais en même temps, c'est pas parce qu'on n'a pas posé de questions sur ces sujets-là. Oui, en accord. Oui, aussi. Oui, en accord. Donc, le procès verbal d'octobre 2023 est accepté unanimement. Finance. Tout à l'heure, nous avons eu la liste des comptes incompressibles. On peut l'avoir à l'écran, mais on se rejoint au procès verbal. On a posé les questions qui se devaient. On a pris connaissance des dépenses majeures. On a constaté qu'au mois d'octobre, du 1er octobre au 4 novembre, on avait des dépenses pour 424 872 et 23, incluant les salaires bruts. Donc, si tout le monde est en accord, ou si vous avez des questions, ça ne tombe jamais, mais si tout le monde est en accord, j'aurais besoin de votre approbation pour accepter la liste des comptes à payer. Oui. Oui, d'accord. Oui. Oui. Ça aussi, on a posé des questions tout à l'heure. Puis, comme vous voyez, c'est un nouveau système. Jean-François va nous revenir avec les réponses à nos interrogations dans le cours de la semaine prochaine. Donc, moi aussi. Oui, moi aussi. Point d'information, M. le Président, pour les habitués, je vais juste mentionner que
le budget normal, entre guillemets, tout autour de 200-250 000 qu'on dépense par mois. Il est beaucoup plus élevé ce mois-ci dû à deux dépenses qui sont non contrôlées par la municipalité. Dans un premièrement, la Sûreté du Québec, qui était due pour son deuxième paiement, donc tout de suite de 114 000 qui sort. Et on a les redevances pour les déchets et les remplissements, qui est un deuxième ou un troisième paiement qui est de 100 000 les déchets coûtent très cher, c'est pour ça qu'on vous encourage à recycler et à composter, parce que les déchets coûtent de plus en plus cher. C'est une facture qui a presque triplé dans les 5 dernières années. Donc, c'est ça, c'est ce qui fait en sorte que le montant est plus élevé qu'à l'habitude, c'est deux points précis. Donc, le point 5, la faire nouvelle, le programme d'aide à la mise en valeur du territoire public, qui est un projet qu'on a présenté au ministère des Ressources naturelles. En fait, on a parlé à la dernière assemblée, mais quand même, je vais renouveler la mémoire, faire connaître à ceux qui n'étaient pas là, c'est qu'on a présenté un projet d'aménagement d'un sentier pédestre, d'une piste de divertissement. Ça se ferait vous orienter dans le coin des étangs où on traite nos eaux usées. Donc, on est propriétaire, la municipalité est propriétaire du boisé de ce secteur-là. Donc, on a l'idée de faire un projet de sentier de randonnée pédestre et de divertissement dans ce secteur-là. Et on présente bien sûr une demande d'aide financière au ministère des Ressources naturelles et des forêts. Donc, quand on va en demande financière, bien sûr, il faut collaborer nous-mêmes. Donc, dans la demande qu'on fait, on dit pas ça qu'on confirme l'engagement de la municipalité à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation contenus de ces données et assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux, ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention de la lettre d'annonce du ministre, comme ça se fait dans toute demande ministérielle. Donc, est-ce que vous avez des questions ici, Nathan? Oui, je voudrais savoir moi, si on aura l'occasion de se repositionner, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas le montant de la subvention par rapport à ce projet-là, le coût de développement du projet, c'est parce que doit dans le deuxième paragraphe que l'on s'engage à payer notre part, mais il n'y a pas de chiffre là-dessus. Donc, je comprends qu'on aura à se repositionner quand on sera rendu à cette étape. Tu dois quand même un montant qui a été proposé, par exemple, le nom qui a été couvert du dossier. C'est une donne d'information. C'est une demande en deux temps. Autrement dit, elle a été déposée au ministère de l'Éducation dans le cadre du PAC FUSIPRO. Je corrigerai, je pense que c'est ça. Et le montant du projet monte autour de 175 000 $. Il y a comme à peu près 115 000 c'est le ministère de l'Éducation, puis il y a 40 000 qui viendraient du ministère de la Forêt, et il y a 10 du montant, puis c'est la municipalité qui doit payer. Donc, calculer que si c'est un projet de 175 000, c'est autour de 17 500 $. C'est un des bons projets, actuellement c'est financé à 60-80 %. Là, lui, il est finançable à 90 %, c'est-à-dire il accumule de deux bailleurs de fonds. Merci pour le complément d'information. On va peut-être la noter dans le. Donc, dans ces conditions-là, est-ce que c'est accepté? Oui, j'entends. Oui. Oui. Merci. Donc, 5.2, entente pour devenir membre d'Espace Mini. L'Espace Mini, c'était un organisme qui est en aide pour le développement des communautés. Entre autres, l'an passé, la Fête des voisins, c'est eux autres qui ont financé cette activité-là, grâce à des programmes qu'ils offrent. C'est une organisation à but non lucratif qui est née d'une fusion entre le Carrefour d'Action municipale et celui de famille. Je vais faire grâce à toute leur nomenclature, mais en fait, ils sont là pour aider les municipalités à faire des activités, rendre ça vivant au niveau des municipales. Donc, comme on a obtenu le soutien d'Espace Mini pour l'organisation en 2022, la Fête des voisins 2022, et que Espace Mini peut être un partenaire qui peut nous accompagner dans d'autres démarches d'élaboration de politique familiale, de politique de municipalité des Canada. Et considérant qu'être membre d'Espace Mini nous permet d'avoir accès à de nombreux outils d'accompagnement,
l'expiration, puis des choses comme ça. Donc, on propose au coût de 85 par année d'adhérer à l'organisme Espace Mini. Donc, c'est le prix à regard pour les municipalités de 1 à 4 999 habitants. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dépenser ce 85 annuel? Oui. Tout à fait. Oui, oui. Donc, c'est unanime. 5.3 études de potentiel archéologique au parc du Havre. Je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, mais on va quand même renouveler la mémoire et aviser ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. C'est qu'on a des projets d'aménagement dans le secteur du manoir des Méchaux. Et le site est présentement classé patrimoine archéologique. Patrimoine archéologique et historique. Donc, c'est tout le terrain de rencontre qui est classé dans cette classe-là, incluant même le stationnement de l'autre côté de la rue. Donc, on a demandé au ministère de la Culture de pouvoir de prendre une entente avec eux, dans le fond, de dézoner une grande partie, parce qu'on sait que c'est un campus, là, il n'y a pas de grande recherche à faire sur la grandeur du terrain, mais par contre, où était situé le manoir, où est à peu près Théo va depuis aujourd'hui, même la boutique, c'est le terrain qui est le plus potentiel de trouver des choses. Il y a déjà des études qui se sont faites, mais il semblerait que c'est plus bon. Donc, on est obligé de refaire des études archéologiques. Et il y a une firme de Saint-François qui s'appelle Archéo Consultant qui a offert ses services, qui était moins cher d'ailleurs que d'autres firmes de consultants, au coût de 12 500 ou à peu près, là, et qui serait défrayé par des subventions que la MRC peut offrir là, dans le cadre du patrimoine. Donc, si on veut aller de l'avant dans ce projet-là, c'est tellement nécessaire, c'est l'entente qu'on a pris avec le ministère de la Culture. Donc, si vous êtes d'accord à l'unité, et je veux votre approbation pour qu'on aille de l'avant et qu'on défraie le 12 500, mais qu'on devrait aller chercher en partie de la MRC. Oui, c'est pour la précision, en fait, c'est-à-dire qu'on dit que c'est parce qu'on a des plans pour le parc fluvial, mais en même temps, il ne faut pas croire qu'on a des plans destinés pour l'aménagement du parc fluvial. C'est parce que, oui, on planifie de pouvoir aménager le parc fluvial d'une façon plus efficace, d'une façon plus conviviale aussi. Alors, c'est pour ça qu'on fait dans ça, mais on n'a pas de plan. Ça va? Oui, ça va. Bon. Bon. C'est bon, on s'est fait. Donc, unanimement. 5.4, dons de meubles provenant du manoir des Méchaux. On a appris dernièrement que dans le temps, il y a plusieurs années de ça, avant même que le manoir rende son âme, le manoir des Méchaux rende son âme, il y avait de la parenté qui demeurait ici dans le secteur et qui aurait hérité de meubles, on parle d'un fauteuil, deux fauteuils, Il y avait deux places, mais une place. c'est ça, qui dateraient de l'époque. Et ces gens-là nous ont offert, pendant qu'ils s'en vont dans un plus petit logement, nous ont offert à nous donner ces meubles-là en compensation d'un sous d'impôt de 2 500 $. Donc, ça ne nous coûte absolument rien, mais qui ça pourrait éventuellement servir si un jour on aménageait des choses qui remémoreraient l'histoire du Nord des Méchaux. Donc, ça ne fait pas grand-chose si ce n'est que de mettre un reçu. Alors, si vous voulez, si vous êtes d'accord, on va procéder à la provenance. On va recevoir les meubles qui sont proposés par M. Lévin à l'intention de la municipalité. C'est ça? Oui. Ça va? Oui, oui. Et bien sûr, ces meubles-là, on ne va pas toujours en droit propice à la conservation. Il faut passer sur le neige. 5.5, projet Canopé. Le collectif Canopé développe des partenariats avec les municipalités dans 2 régions administratives pour planifier la plantation de 10 000 arbres par année dès la prochaine année, 2023-2024. On est conscient que la grille qui prend ici à Vertier, qu'on prend des moyens pour lutter contre cet insecte, mais par contre, on n'est pas trop favori quant à savoir comment procéder. Dans des cas, il va peut-être falloir penser à la coupe de ces arbres-là. C'est ce qui a été suggéré par un spécialiste qui était venu d'ailleurs rencontrer les gens de la municipalité. Donc,
falloir, si on est pour en couper, il va falloir en planter d'autres. Et le collectif qui était noté ben, prévoit de l'argent disponible justement pour procéder au remplacement de ces arbres-là. Jusqu'à quelle heure, Jean-François, peux-tu dis longtemps? Je ne m'engage pas, là, mais de mémoire, je pense que c'est 5 à 10 000 par année qui peuvent être donnés. Puis ça dépend des cas ou des projets. Là. Il y a certaines variables là, d'une année à l'autre. Mais c'est quand même des situations qui sont intéressantes là, au niveau des arbres. Ils peuvent même fournir des arbres nature, c'est un des intérêts aussi. Là. Ils fournissent pas juste des arbres nature. Donc, on a tout intérêt à gérer l'organisme comme tel. Donc, si tout le monde est d'accord, je vais vous demander votre sentiment. Oui. Oui, d'accord. Oui. Merci. 6.1. Entente de service aux personnes sinistrées de la Croix-Rouge. En fait, il y a une entente qui est déjà établie depuis nombre d'années, mais elle est renouvelable, bien sûr. Le teneur de tout le texte, en fait, c'est une entente que si jamais il y a un sinistre majeur, la Croix-Rouge, c'est pour que la Croix-Rouge prenne en main, en fait, l'aide aux sinistrés, même ici, viennent ici, des camps, des choses de même, ils s'occupent pour avoir toutes les infrastructures nécessaires là, suite à un sinistre. Là. Donc, il y avait un coût attaché à ça, ce qu'on voit quelque part là-dedans, Non, c'est dans l'entente, mais c'est une majoration par rapport aux autres années qui est extrêmement faible. On parle de, je pense, que c'est 50 cents par personne, quelque chose comme ça. C'est pas une très grosse majoration. De toute façon, j'aimerais vous dire qu'on a d'autres soumissionnaires et d'autres choix, mais dans les faits, ils ont un quasi monopole au Canada. Donc, ils nous demandent gentiment de signer l'entente, mais on a comme plus ou moins le choix. Là. Donc, en fait, on pourrait ne pas la signer, et si jamais il y avait quelque chose, ben, ils ne viennent pas. Mais dans la mesure où on parle de quelques milliers de dollars par année, c'est pas une assurance qui nous coûte très cher versus les services. C'est le montant que représentent les services lorsqu'ils débarqueraient, mettons, par exemple, dans notre municipalité. Ça se monte rapidement en dizaines de milliers de dollars. Donc, si on n'a pas les assurances pas chères, mais on est un peu coincé à si on le fait pas, ben, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez d'accord de renouveler? Oui. Oui, d'accord. Oui. Non. 6.2, encore là, c'est une autre petite augmentation au niveau des. Oui, c'est ça. C'est ça. Notre affaire, le numéro 355, c'est que le 911, dans le fond, tout le monde paye par le biais de son compte au téléphone une adhésion au service 911. Je pense qu'il y a une augmentation d'environ 2 sous, si la moitié de bon, c'est plus 50 sous, si on montait 52, si je me rappelle bien. Donc, encore là, c'est un mal nécessaire. D'abord, c'est un service essentiel. Donc, comme il manque légèrement, sont obligés de faire un nouvel engagement, de modifier le règlement pour que le 355 pour le majorer. Donc, question, si vous voulez attendre. Oui, c'est quand même drôle, parce qu'on facture son compte sur le C'est beau. Oui, oui. Avec les on s'est demandé au point 7, l'urbanisme, il y a pas eu de points qui sont éléments majeurs qui demandent des Bon prochain. C'est ça. Point 8, correspondance et point d'information. Aujourd'hui. C'est Mme Tanguy, là. Oui. Bonjour, Mme Tanguy. J'ai besoin de votre aide, Mme Tanguy, ce soir. Je veux juste vous rappeler que je suis le messager. Je ne suis que le messager. Je suis obligé de vous donner raison. J'ai pas de bonnes nouvelles ce soir à vous annoncer. Je vais peut-être. Alors, ils ont pris du retard dans les travaux. Les fondations, comme plusieurs me l'ont témoigné depuis mon retour de
vendredi n'ont pas été commencés. J'ai parlé non pas avec Tommy, le directeur général ici, qui est bien gentil, mais j'ai parlé avec lui, le grand patron. Il m'explique qu'ils ont eu des problèmes de coffrage, ils ont eu des problèmes de ci, ils ont eu des problèmes de ça. C'est une histoire courte, j'ai parlé 10 heures au téléphone avec lui. La réalité est que, bon, ils sont pas très. Ils ont deux problèmes. Une problématique avec leur assureur, parce que ce que je ne savais pas, c'était l'assureur britannique. Le seul. Apparemment, en Amérique du Nord, personne ne voulait les assurer, donc ils ont été obligés de s'assurer avec une assureur en Angleterre, ce qui retarde les choses et font en sorte qu'ils n'ont toujours pas eu le chèque de compensation, même s'ils ont eu la lettre de quoi leur demande de compensation était acceptée, ils n'ont toujours pas reçu de somme. L'autre mauvaise nouvelle qu'ils ont eue, c'est que bien vu en 2023-2024, la facture va être presque doublée par rapport à ce qu'ils avaient prévu au départ. Bon, ça, c'est sûr que ça les ralentit un petit peu aussi. Et l'entreprise avec laquelle ils font affaire, qui est à la fois l'architecte et à la fois le contracteur-constructeur, me disait à mon couvert qu'il était pas 100% nécessairement satisfait de la vitesse à laquelle ça progressait de leur côté. Ils ont mis la pression adéquate, c'est selon ce qu'ils me disent. Donc, construction des fondations devrait commencer la semaine prochaine. J'ai peur de le dire parce que là, je dis, mais bon, l'échéancier, vous voyez au tableau, 13 novembre au 1er décembre, donc les fondations. Ensuite, du 4 décembre au mois de mars, assemblage et montage de la structure d'acier. Et à partir du 15 décembre, donc, dès qu'il y a une section de structure qui est montée, il commence à la fermer immédiatement. Mais la question qui nous intéresse toujours, c'est la question que j'ai posée plusieurs fois à M. Louis Cordeau, merci, à M. Cordeau. Et oui, mais la tour, elle se ferme quand? Parce que le reste, on s'en fout. C'est leur usine, puis ça ne nous préoccupe pas. Ce qui nous préoccupe, c'est d'aider les citoyens à plus avoir d'envie de pollution et de poussière. Ce qu'il me dit, c'est mars, début mars. Ils espèrent fin février, mais j'ai quand même écrit mars parce que là, je me suis dit, si j'ai pris février, le même Tanguy va encore me dire ah! J'ai pensé à vous, non, mais je vous agace, je plaisante, mais. Moi, c'est pas juste ça. Vous regarde, c'est ce qui s'est passé, le risque d'incendie. Oui, aussi. Ça, j'en ai parlé aussi. Ils vont nous revenir avec ils vont nous soumettre déjà dans les plans qu'on a acceptés pour l'instant. Il nous manque des plans d'ingénierie. Par contre, les plans externes, il faut comprendre que le pouvoir d'une municipalité est un petit peu pas si grand par rapport à des constructions nouvelles où le propriétaire est déjà propriétaire de son propre terrain. Lorsque il y a beaucoup de municipalités, parce qu'on pose souvent la question, pourquoi on ne met pas des conditions, de dire, ben, si vous êtes en retard, il y a tant par mois, il y a tant par jour de frais, etc. Beaucoup de municipalités le font lorsqu'elles sont propriétaires d'un terrain, qu'elles vendent à un individu ou à un promoteur. Et dans un acte de vente, légalement, tu peux mettre à peu près n'importe quelle chose. Donc, la plupart des municipalités, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter des terrains, ils vont les subdiviser, ils vont soit les remettre à un promoteur, soit les vendre individuellement. Et dans l'acte de vente, ils vont spécifier que, par exemple, vous avez 3 ans pour construire, vous avez ci, vous avez ça. À partir du moment de la construction, vous avez 12 mois pour compléter. Sinon, après ça, c'est 1 000 par semaine, etc. Ça peut être fait dans un contexte où la municipalité, à un certain moment donné, est propriétaire et peut mettre ces conditions-là. Dans un cas comme Top Building, où ils sont déjà propriétaires du terrain, on ne peut pas implanter, on ne peut pas demander de choses autres que ce que la loi nous permet de faire. Donc, au niveau du permis de construction, ils vont aussi poser la question, est-ce que oui, au niveau du permis de construction, ça devrait mettre des conditions? La réponse plate est non. C'est-à-dire qu'on doit vérifier est-ce que ça respecte le règlement. Est-ce que, par exemple, les marges latérales sont respectées? Est-ce que la hauteur du bâtiment est respectée? Est-ce que le type de recouvrement prévu selon le règlement pour les zones industrielles est respecté? Est-ce que, bon, etc. Donc, au niveau du bâtiment externe lui-même, de sa structure, on a émis le permis en fonction de ce qui fonctionne parce qu'il respectait les règles. La seule règle qui était un peu borderline, on aurait pu amener au CCU, et la hauteur de la tour. Mais s'il y a une chose qu'on ne veut surtout pas ralentir, freiner et toucher, c'est précisément la hauteur de la tour parce que c'est la solution au problème. Donc, on n'a pas choisi d'aller dans ce sens-là. On a dit, bon, regardez, on passe ça, puis parfait, ils vont faire les choses.
La deuxième étape de ça, c'est les plans d'ingénierie. Dans les plans d'ingénierie, on va voir à ce moment-là dans l'intérieur du bâtiment. Parce que nous, tout ce qu'on a, c'est la coquille. C'est ça, surtout, on a plus de pouvoir. Le plan d'ingénierie, on peut poser des questions, on peut demander des choses. Moi, ce que j'ai demandé à M. Cordeau, c'est de dire, non seulement on veut parler des plans d'ingénierie avec vous, mais on veut aussi voir lorsque vous les aurez, parce que je ne les ai pas encore, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, mais les conditions de l'assureur sur le nouveau bâtiment et les deux autres bâtiments qui sont à l'heure actuelle, parce qu'ils ont été clairs dans une des correspondances qu'on m'a montré, dont je n'ai pas copié malheureusement, mais dont on m'a montré le papier. Là. Pour des raisons légales, ils ne souhaitaient pas vous laisser ce document-là, mais c'est un document de leur assureur qui dit que toutes les spécifications pour les incendies et tout ça, les moyens j'ai les termes en anglais, la lettre était en anglais, les moyens de contrer les incendies, prévention d'incendie. Oui, prévention, mais il y a un autre terme, en tout cas, de contingence, atténuation, peut-être, atténuation, si jamais il y a un feu fort pour éviter que ça fasse ce que ça a fait. Et ce qu'il me disait, c'est que le rapport final, il y a donc quelques grandes lignes, mais le rapport final, et c'est ce qui parle des derniers plans d'ingénierie finaux, c'est justement de toutes les règles auxquelles ils devront se soumettre. Je sais qu'ils ont déjà regardé différents plans, dont entre autres des gicleurs latéraux. C'est pas simple parce que les gicleurs traditionnels qu'on connaît dans les bâtiments ont une efficacité qui est entre pas très bonne et pas bonne du tout dans un cas, par exemple, d'un tas de brandy, parce que, oui, le dessus va effectivement devenir humide et humidifieux pendant une certaine période de temps, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que ça brûle par en dessous. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a éteindu le feu de top bedding pendant quasiment 2 semaines de temps. Tu sais qu'il a fallu creuser avec des pelles mécaniques pour aller éteindre dans le fond, parce que ça ne s'éteint jamais. Le temps qu'il va en avoir, ça s'éteint. Donc, ils doivent utiliser des méthodes là, je sais qu'ils m'ont parlé de gicleurs latéraux, ils m'ont parlé de certaines affaires de mousse au sol, des technologies avec lesquelles je ne suis pas familier, mais ils se sont engagés à nous revenir avec ça pour nous dire qu'est-ce qu'il y en est. Moi, ce que j'ai dit, c'est que on ne peut pas empêcher la construction du bâtiment, on peut pas en empêcher l'ouverture. Par contre, tant que mon chef incendie ne donne pas le go à ça, je ne peux pas fermer les bâtiments déjà ouverts. Je ne peux pas empêcher la construction du nouveau bâtiment. Le plus loin que la loi nous permettrait d'aller, si jamais il n'y avait aucun système ou rien, c'est de demander à l'inspection de notre chef incendie que lui puisse dire non, je n'accepte pas l'ouverture du dit bâtiment. On est un peu pris entre les cas, c'est large. Je suis un peu vulnérable par rapport à ce que je vous raconte aujourd'hui parce que, comme gestionnaire de la municipalité, mes pouvoirs sont extrêmement limités. Par contre, ça n'empêche pas que s'il y a des citoyens qui souhaitent faire des démarches, ils peuvent s'informer à savoir quel genre de démarche qui va être faite pour ensuite mettre de la pression sur l'entreprise en question. Mais pour l'instant, est-ce qu'il y a moyen de. Parce que là, il y a des mules encore, c'est comme avant, là, des grosses mules de grains ici, qui dorment, puis là, ça part, mais ça reste dehors, ça, là. Puis ils n'ont rien, ils n'ont absolument rien pour éteindre ça. Puis deuxième petite question, je voudrais savoir, si on peut être réglé par les assurances, est-ce que les frais, la municipalité a été remboursée? En partie, oui, en bonne partie. Ils ont payé, ce qu'ils s'étaient engagés à payer tous les travaux de pelle et tout ça, pas les frais d'incendie, parce que là, comme n'importe quel citoyen, ça vient avec. Quand c'est un feu, il faut vivre avec ça. Mais oui, j'ai parlé, on a discuté aussi des méthodes d'atténuation poussière. Je regarde des solutions. Moi, ce que je vais faire, c'est que je me suis engagé à leur reparler cette semaine pour voir avec eux si, par rapport à la discussion qu'on a eue il y a 2 semaines, s'ils ont davantage en fait, la conversation qu'on a eue il y a 2 semaines et la conversation que j'ai eue vendredi matin avec M. Cordeau, s'ils sont capables d'aller nous donner plus d'informations. Ce qu'il me disait, c'est j'ai besoin que notre assureur nous donne le rapport final, les exigences finales. Là. Et à partir de là, je vais être capable de jaser. Ça va du moins pour ce côté-là. Pour ce qui est de l'extérieur, on a convenu de se réasseoir dans le courant du mois
pour essayer de regarder est-ce qu'il y a moyen, parce que là, on part du 30 novembre au mois de mars, si tout va bien. Donc, moi, ce que je vais vous demander, c'est de dire, êtes-vous ouvert à ce qu'on va venir à la municipalité, puis venir nous asseoir avec nous, puis on va regarder des méthodes d'intégration, parce qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose pour citoyen. D'ailleurs, c'est convenu, tout est passé lors de la première rencontre, qui était censé de livrer ça en novembre. Et s'il ne faisait pas, il devait venir expliquer le pourquoi de la chose, c'est ce qu'on va lui demander de faire. Donc, bon, on ce que je peux, moi, c'est l'engagement que j'avais pris auprès du conseil, auprès de vous, auprès des citoyens, c'est de vous tenir, c'est faire deux choses. Un, vous tenir au courant, vous dire les vraies choses. Moi, je ne suis pas là pour vous raconter des histoires, je mets les vraies dates qu'on me donne, tout ça dans le tableau. Puis même si ça ne faisait pas bon valeur avec les maths, je l'écrivais. L'autre engagement que j'ai fait, que j'ai promis envers la population, c'est de mettre toute la pression que je peux mettre au niveau émotif, des individus qui parlent à d'autres individus, c'est quoi, il faut que tu fasses ça. Il y a ça, puis la pression légale que je suis capable de mettre. On nous dit malheureusement, plus on peut, plus on se rend compte que dans les circonstances de top bidding, au niveau légal, on est très peu équipé, malheureusement. Mais je continue de pouvoir remplir ces deux choses-là. Ça ne donne pas les résultats que j'avais espérés, malheureusement. Mais je vais continuer à faire, continuer à m'engager auprès du conseil, auprès de la population, à continuer de faire ces deux choses-là. Un, pour les répondre. Deux, continuer de leur mettre de la pression et d'utiliser tous les règlements et tous les moyens qui sont à ma disposition pour améliorer et accélérer les choses. Et c'est le mieux que je peux faire. Juste une petite chose, une petite demande. Est-ce que c'est possible que le chef de pompier aille faire un tour de temps en temps? Ah, il fait. Voir l'amoncellement de brins ici, là, qui s'accumule, le manque. C'est gros, là. On a été chanceux une fois, mais. Je vous confirme que Olivier, en fait, sans rendez-vous, il passe au moins une fois par semaine. OK. À tous les semaines, il passe. Avec rendez-vous, je vous dirais à peu près aux 2-3 semaines, il passe voir, il prend la peine d'appeler Tommy, de dire hey, rencontre-moi donc dans la cour dans 15 minutes, je vais passer. Il jase, il regarde des choses. Tu sais, je dirais qu'au niveau de la pression humaine, qu'on est capable de faire dans les règles de ce qu'on a comme outil, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il trouve talent, mais il devrait être talent. Puis c'est correct, c'est ce que je veux. Je veux qu'il soit tanné, je veux qu'il soit tanné de me parler, je veux qu'il soit tanné de voir Olivier, puis je veux dire, ça fait partie de la stratégie de dire, ben, on va être dans votre face tant que les choses ne seront pas réglées. Il n'y a pas de, on va discuter, puis c'est pas grave, on s'en parle dans 3 mois, puis non. C'est tous les mois, tous les semaines, de toute façon, on trouve l'autre, on trouve le moyen de leur parler, on trouve une façon d'aller les voir, on trouve. Je sais qu'il y a une pression politique qui se fait aussi, je sais que mes conseillers sont actifs aussi, à travers leurs différents contacts, quand ils les croisent aussi. Puis, c'est dans notre on se concerte là, pour autant les employés que les conseillers pour tout le temps garder la pression présente. C'est là qu'on va. Je n'ai pas d'autre chose pour vous dire là-dessus, on pourrait parler pendant des heures, mais dans les faits, je vous donne ce qu'il y en est là. 8.2, luminaire de la 132, c'est une demande qu'on avait depuis très longtemps. Il y avait beaucoup de luminaires sur la 132 qui étaient brûlés. Et on retardait à les changer parce que, pour ça, il y a une bonne raison pour l'économie, parce qu'on savait qu'on les convertissait tous au DEL. Et malheureusement, ça a été très long comme ministère des Transports. Ce qui est un peu bizarre dans ce contexte-là, c'est que le terrain leur appartient, la responsabilité de la sécurité leur appartient, mais le changement des luminaires, c'est à nous de le faire de notre pays. Comment on en est arrivé ici là? Je vous invite à écrire au cabinet de M. Legault, du ministère des Transports, à savoir comment ce deal-là a été fait, mais c'est le deal qu'on a. Et en plus, ils doivent nous donner l'autorisation pour qu'on paye pour mettre des luminaires à leur place. Donc, quand même un bon deal. Ça a été long. En effet, on l'a eu en septembre, puis ça a retardé les commandes parce que le produit qu'on avait commandé, qu'on avait réservé, était discontinué par Philips et il ne faisait plus ce modèle-là. Donc là, il a fallu qu'ils se réapprovisionnent d'un nouveau modèle. Mais ça nous a retardé peut-être 2 mois à peu près. Là, ce qu'on nous explique, c'est que sur les 111 poteux, il en reste 3 à poser.
Et il en reste 20, incluant les 3, donc 17 plus 3, à activer. C'est-à-dire qu'ils ont été installés, mais ils ne sont pas finis de programmer. Et il y en a 2 qui semblent, selon nos observations, qui semblent être défectueux. Ils sont censés revenir la semaine prochaine pour compléter l'installation des 3 et activer les 20. Et en même temps, ils vont faire le tour avec Benoît, qui a constaté ce soir des lumières qu'elle n'a pas, ce qui ne devrait pas être le cas pour son œuvre. Et donc, le problème de 132 va être réglé pour un bon bout de temps. Normalement, les lumières au LED, c'est donc on a une garantie qui est quand même assez longue là-dessus. Je ne vais pas donner de chiffres parce que je ne m'en souviens pas par cœur, mais c'est quand même une bonne longévité là, au niveau des LED. Par économie d'électricité. Ceux qu'on a fait dans le village, dans la municipalité comme telle, on est presque à la moitié de la facture. Parce que dans la mesure où c'est le fun, parce qu'on peut le décortiquer. C'est le fun, mais c'est pas le fun, parce que la personne de la comptabilité, il faut qu'elle deal avec 28 comptes d'hydro, parce que toutes les affaires sont séparées. Mais effectivement, ça nous permet par contre de constater qu'est-ce qu'on avait payé il y a 2 ans, et qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui. Il y a vraiment une différence plus que significative. On parle de presque la moitié du prix, dépendamment des périodes. Il y a des périodes où c'est un peu plus, un peu moins, ça je me l'explique. Pas tant, par contre, que je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais on est pas mal toujours dans la moitié des coûts. Donc ça, c'est très positif. Retard dans les travaux sur la rue du Capitaine, on a eu une rencontre d'information avec les citoyens. En fait, ça touche dans les faits 14 applications. Donc, si on exclut les enfants, ça fait une trentaine de citoyens. Et on pensait être capable de commencer les travaux en octobre. Malheureusement, on a des petits problèmes, ça va vous surprendre, avec Hydro-Québec, qui, lorsqu'on les avait appelés une première fois pour expliquer le projet et tout ça, parce qu'il faut brancher les pompes, puis ça demande un branchement spécial, parce qu'il faut qu'il y ait un branchement souterrain aussi, c'est eux qui doivent le faire, c'est pas les fois-là quand l'électricien interne. C'est un peu complexe. Lorsqu'on leur avait présenté le projet au début octobre, ils disaient « Ouais, tout est beau, oui, il n'y a pas de trouble, on va vous tout va bien. » Et la semaine passée, ou il y a 2 semaines, j'étais en rencontre, certain de laquelle 2 semaines, peu importe, ça fait l'importance dans l'histoire. Lorsque Benoît, notre responsable de voirie, le coordinateur de voirie, leur a parlé, là, il a parlé à quelqu'un d'autre, chez Hydro-Québec, il a dit « Ah oui, mais là, vous savez, ça tourne par Capricorne, et puis c'est compliqué, bon, le branchement, ouais, du terrain, on a moins ça. » Donc, eux retardent, et ça retarde notre électricien, ça... Bon. Et donc, on a perdu notre place avec la pelle mécanique. Donc, eux nous reviennent normalement, redevraient être disponibles la semaine prochaine. On fait des gros efforts cette semaine pour mettre beaucoup de pression sur Hydro et sur l'électricien pour qu'eux aussi puissent. Parce que je pense qu'il faut que tout le monde fasse les affaires en même temps. C'est pas, vu que c'est quand même une courte période de temps, il faut que tout s'enligne de façon très méthodique pour que ça se fasse parce que c'est une construction qui n'est pas aléatoire, donc ça doit être très linéaire pour que ça fonctionne parce que chaque morceau qu'on installe est dépendant du morceau précédent, vu qu'on travaille dans du mou, dans du terrain, dans des. Donc, tout ça fait en sorte que, pour les gens de la capitaine et des amis du capitaine qui sont pas présents, qui nous écoutent dans le biais de YouTube, on va vous envoyer une petite lettre aussi pour vous informer de ça, mais on est un petit peu en retard, on va pouvoir mettre davantage en avant que les travaux vont être faits, mais par petite transparence, on va en parler ce soir. Dernier point. Fondation du Cégep de la Roquetière, veux-tu en parler? C'est une demande du Cégep de la Roquetière pour la fondation pour financer le nombre de mandats et d'autres. Et on en a parlé un petit peu avant la rencontre, et on serait d'accord d'aller à 250 pour donner un don à la fondation du Cégep de la Roquetière. Étant donné que ça touche des jeunes autant de la place. Quand on parle du Cégep de la Roquetière, c'est plus l'aile de Montmagny qui ont pavillon. Donc, c'est pour ça qu'on joue avec ces montants-là. Et si vous êtes toujours d'accord, vous devez faire du Mais vous savez, monsieur, que la vie des publics, elle est à la plusieurs milliards de dollars. On va revenir à la carrière des questions si vous voulez bien, mais je vais en prendre d'autres. Nos gars font souvent le tour. La patente est amusante, c'est pour ça que quand on fait affaire avec des grosses compagnies, ça a des avantages et des désavantages. Le département qui s'occupe de le faire à 132, c'est des nouvelles installations. Donc, on est au niveau des ventes et des nouvelles installations. Pour ce qui est de ceux qu'on a déjà, c'est le département d'entretien et réparation. Donc, c'est pas la même gamme. Donc, il faut prendre une fois avec eux. Je donne un peu une partie de la réponse, là, mais malheureusement, le gars qui est déjà là, c'est peut-être le même gars qui va revenir d'ailleurs pour l'autre partie.
ne peut pas le faire parce que ce n'est pas le bon département qui lui envoie le SNIT. Alors, bienvenue dans les grosses compagnies en 2023. Donc, on s'est fait le tour de la section correspondant à ces points d'information. Merci beaucoup, Jean-François, pour les informations. Point 9, rapport des comités. Donc, moi, la semaine dernière, jeudi le 4 novembre, on est allé à la réunion annuelle des Clarons parce que nous étions finalistes pour un concours auquel j'avais participé cet été. On était sur le podium, on était le troisième, sur 40. On s'est quand même passé pas sur 40, c'est sûr qu'il n'y a pas d'argent, mais ça apporte les honneurs de troisième place. Le dossier d'envahissement qu'on a eu à faire, on a pu assister à des conférences super intéressantes qui parlent de nouvelles façons de développer l'embellissement, que maintenant on parle beaucoup de permaculture. Donc c'est un principe à développer et nous sommes chanceux au niveau de la municipalité, nous avons une personne qui est super compétente dans ce domaine-là. Natacha, qui est un employé municipal, a fait des études dans ce sens-là, elle a travaillé avec des professionnels, avec une personne, très bonne personne ressource pour ce qui s'en vient, pour ajuster notre développement d'envahissement. Et pour que les dernières années, on a travaillé beaucoup sur l'embellissement, il y en a encore du chemin à faire. Mais moi, j'ai souvent patronné ce dossier-là, mais je n'étais pas seule. Il y a quand même Chantal, Marie, Jocelyn, Michel, Juliette qui ont participé aussi à ce développement-là de l'embellissement. Et les employés municipaux aussi qui étaient disponibles. On a une partie faite en embellissement. L'année prochaine, on devrait être réévalué par les Clarons. C'est pour 3 ans. Je suis certaine qu'on va être plus avancé qu'on l'était il y a 3 ans. Pour notre prochain. On a 4 Clarons présentement. On est des comités rares qui ont 4 Clarons en partant. Je voyais ça en fin de semaine. Là. Tout le monde passe par 3, puis moins 4. Nous, on part dans le 4. Tout de suite en partant, c'est de le garder le 4. Parce qu'on peut reculer à cette part-là. Peut-être qu'on n'aura pas le 5 une prochaine fois, mais on va avoir un gros 4. C'est encourageant, puis peut-être qu'on aura 5 aussi. Non, c'est bon. Sébastien. Oui, c'est présent. Dans le fond, des travaux au niveau des loisirs, une nouvelle activité va être présentée sous peu qui s'en va dans le centre de la politique familiale. Donc, on travaille là-dessus présentement. Ça va être très intéressant. Ça va sortir à la fin de la semaine. Donc, c'est une petite présentement. Je vais vous acheter le bouquet. Par Facebook. Oui, il y a Facebook. Michel. Dans les dernières semaines, nous avons travaillé fort sur l'élaboration de la politique familiale. En ce moment, c'est au niveau des membres du conseil qu'ils ont reçu les travaux qu'on a fait, notre plan d'action. Je tiens à remercier Raymond Langevin, avec qui j'ai travaillé étroitement sur l'élaboration de la politique familiale. Raymond, je pense aussi à Mme France Nadeau d'Espace Mini, qui ont été des partenaires, je dirais, enrichissants dans l'élaboration de cette politique que nous devrions adopter à la prochaine séance du Conseil en décembre, car on se doit de l'adopter avant le 31 décembre. Je serai heureuse de dire oui en décembre prochain. Voilà. Moi, je vais vous parler de la Maison des aînés. Alors, le 17 octobre dernier, on a rencontré des représentants de la Corporation des habitations du littoral. On leur a parlé du projet embryonnaire qu'on a. Eux nous ont parlé de différents projets qu'ils ont réalisés. Et puis, où le bas blesse un petit peu, c'est surtout au niveau de l'explosion des coûts des matériaux, les taux d'intérêt et tout ça, mais ils n'ont pas fermé la porte. Et nous, on ne baisse pas les bras. Donc, c'est sûr qu'on va poursuivre. On va sûrement mettre notre spécialiste pour les subventions à l'œuvre.
Puis, c'est ça. Le projet va suivre son cours, mais on va essayer de le faire cheminer là, du mieux qu'on peut, le plus rapidement qu'on peut, en respectant le tout, là, mais le projet est encore embryonnaire. Alors, moi, je vais vous parler d'aménagement paysager, faire suite à ce que Claire vient de vous dire. On a commencé à installer des arbres matures au parc au niveau des enfants en haut ici. Le but est de donner de l'ombre parce que c'est tellement au soleil que, bon, durant l'été, quand il fait chaud, alors on a installé on a planté des arbres matures justement en fonction de l'ensoleillement et tout. Et puis, on a aussi planté dans la personne qui parle, 700 bulles à l'entrée des villages et à côté du bureau municipal. Alors, avec Claire, on a fait une tournée de différents secteurs de la municipalité. On a regardé qu'est-ce qu'on pouvait planter aux différents endroits. C'est sûr qu'on ne garagera pas de tout bord de côté, mais quand on va rentrer dans un secteur en particulier, on va le faire au complet. Alors, si l'année prochaine, vous allez voir des situations du paysagement qui va changer. Merci tout le monde. Alors, on s'est rendu à la période de questions dans la salle. Avez-vous des questions? Moi, je vais une question. Parce que je connais, mais c'est parce qu'on a. C'est Chantal, à la bibliothèque, la première fois. D'habitude, je suis aussi en arrière, puis j'attends que les gens parlent. J'ai jamais de questions. À ce moment-ci, c'est un commentaire. Je voudrais juste parler de la bibliothèque. Parce qu'on parle des fleurons, on est la 3e classe. On a eu le 10 octobre dernier le réseau Biblio, dont on fait partie, qui nous donne accès à 120, aux livres de 120 bibliothèques dans le Suzanne-Appalaches. On a eu notre diagnostic. Et on a 3 sur 5 qui nous ont expliqué c'est quoi, une biblio-qualité, 5 grands critères, tout ça. On a avancé sur plusieurs points, stable sur d'autres, mais on est au niveau 3. Et ça, c'est basé sur les données de 2022. 2022, ça, c'est à peu près 100 ans où est-ce qu'on commençait. Alors, ils nous ont bien dit qu'en 2023, on va souvent atteindre facilement le 4 parce qu'on a plein de projets. D'autant que la Banque Les Relire, ces jeunes bénévoles-là, ont créé comme une espèce de synergie avec les bibliothèques. Maintenant, on a des bénévoles adultes qui ont aussi créé quelque chose pour raconter des histoires aux enfants. Ils s'appellent Michel et Mario Racontent. Ils s'occupent de contes classiques. Et puis, ils mettent des effets sonores, des effets visuels. Grâce à eux, parce que là, ça devient comme plus important, plus imposant. C'est pas juste des jeunes qui lisent des histoires, c'est devenu comme... On a pu... on nous a octroyé une subvention de la MRC de mon ami, soutenue par le conseil municipal, pour le programme de développement culturel. On a eu des sous, on a pu s'équiper à la bibliothèque d'un nouvel ordinateur et de toutes sortes d'outils technologiques qui permettent ça. Cette synergie-là, elle est aussi contaminante parce qu'il y a d'autres bénévoles qui ont dit, ben là, on fait de quoi pour les plus vieux que juste les enfants. Et là, maintenant, depuis samedi passé, on a les conversations espagnoles et francophones à la bibliothèque. C'est un petit regroupement qui commence tout petit, mais là, ici, il y a Ron et il y a Yolande. Il y a Mario qui est dans Mario Michel Raconte. Et puis, je ne sais pas si vous voulez parler de... Parce que vous êtes plus au courant de... Je peux peut-être dire juste quelques mots. En espagnol? Je suis la moins forte en espagnol dans le groupe, je dois dire. Donnez-moi quelques mots. Il y a un de nos bénévoles dont le conjoint est mexicain. Puis, on l'a rencontré, puis là, d'où il est venu de faire des conversations, un peu comme on a en anglais, le lundi après-midi ici, de faire une conversation en espagnol pour des gens qui ont une base d'espagnol. Ça a progressé au projet d'être espagnol et français, pour que ce soit du donnant-donnant. Qu'un ou des hispanophones nous aide dans notre espagnol, faire la conversation, mais que nous, on puisse les aider en français aussi, parce que c'est des nouveaux aliments. Et que pour aider leur intégration au niveau linguistique et culturel et tout ça. On a commencé samedi, on a eu beaucoup de plaisir, ça a duré 3 quarts d'heure de plus que prévu. On va continuer. Pour l'instant, on est un petit groupe restreint et on ne l'ouvre pas parce qu'on veut tester des choses, mais moi je suis convaincue que ça va bien aller, puis probablement qu'à l'hiver, on sera en mesure d'ouvrir plus large. Puis si on doit faire 2 fois par semaine, parce qu'il y a déjà, moi j'ai déjà entendu l'intérêt de certaines personnes,
Donc, on va essayer de faire ça. On le fait à la bibliothèque, on occupe la bibliothèque pour tout le culturel de la bibliothèque. Voilà. Le dernier commentaire, c'est que la fréquentation scolaire a commencé. Alors, le jour 3, ça veut dire une journée sur 9 jours, ils viennent à la bibliothèque. Ça, c'est 120 élèves qui passent dans la journée. Nous, on bénévole 6 heures pour les recevoir. Là, l'hiver s'en vient. Et puis là, on est en train de se dire, ça va prendre des bottes. Fait qu'on a des petites choses, on a des demandes, mais là, comme Jean-François était en vacances, on a comme laissé, on t'a laissé du douce, mais on va aller voir parce qu'on a des petites choses vraiment spécifiques. Là. On a une idée de comment on va convertir notre vestiaire pour cette journée-là. Puis c'est écologique, là, on va avoir un background parce que les papiers, en tout cas, on s'en parle. Et voilà. Des questions dans la salle? S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais déclarer l'Assemblée levée. Et je vous rappelle qu'à 8 heures, la Banque nationale vient nous faire la cour. Merci beaucoup.